Je vais présenter la première intervenante. Nous sommes de retour. Pour cette deuxième séance de ce matin, avant la pause déjeuner, nous avons le plaisir d'accueillir Silvia Domenica Zolo, qui est chercheuse et professeure associée en langue et linguistique française à l'Université de Naples Parthénope. Ses intérêts de recherche portent sur la linguistique de corpus et les humanités numériques appliquées à l'étude des discours de spécialité et à la lexicographie spécialisée, les domaines de la biologie marine, de l'économie bleue et de le droit environnemental, et sur les phénomènes de créativité morpholexicale et sémantique en français contemporain, notamment dans les discours francophones militants, les causes animales et écologiques. Silvia Domenica Zolo va nous présenter une intervention intitulée « Le réseau terminologique du domaine des espèces marines menacées et leur traitement terminographique, une méthode basée sur les fonctions lexicales ». Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous présentons les résultats de cette recherche qui est en cours de réalisation auprès de l'Université de Naples Parthénope. Littératie océanique, données terminographiques et modélisation lexicographique basée sur corpus, qui a l'objectif de valoriser le patrimoine de la faune marine par la création de ressources linguistiques multilingues conçu pour l'alphabétisation et pour la vulgarisation des savoirs scientifiques et lexicaux dans une perspective de sciences ouvertes et citoyennes. Ce projet prévoit aussi la participation et la collaboration avec des experts appartenant à différents domaines de spécialité, tels que l'économie de la mer, donc le droit océanique et le droit maritime. Et en particulier, nous collaborons avec des biologistes marins, des taxonomistes et des océanographes du Centre de recherche Stazione Geologica Intendant de Naples et de la Fondation française Tara Océan. Donc, quelles ont été les hypothèses de départ de ce projet, les constats et surtout les raisons qui sont à la base de ce projet. Les experts, mais aussi les citoyens, font de plus en plus face à des thématiques d'intérêt public, comme la dégradation des écosystèmes marins et la présence d'espèces marines menacées, vulnérables et envahissantes dans nos mers. Donc, être capable de communiquer ces savoirs dans le contexte scientifique comme vis-à-vis du grand public demande la connaissance d'un langage technoscientifique qui évolue constamment et qui s'adapte aux découvertes et aux changements de notre planète. OK, donc dans ce contexte, les experts sont de plus en plus conscients de l'importance d'une approche ouverte de la terminologie, donc d'une approche non isolationniste de la terminologie de ce domaine et de la nécessité d'améliorer les stratégies d'enseignement et de vulgarisation de celle-ci. En particulier, la terminologie fondamentale de la faune marine pose pas mal de problèmes. Tout d'abord, elle n'interagit pas avec la langue, elle n'a pas beaucoup d'interaction avec la langue générale. Il est vaguement normalisé et peu accessible en large public, ce qui provoque des problèmes dans le traitement des liens entre noms, concepts et objets taxonomiques, malgré les efforts faits par la Commission internationale de nomenclature zoologique. Il existe également un manque de perspectives multilingues, car la plupart des articles scientifiques sont rédigés en anglais, ce qui entraîne des problèmes dans la communication multilingue, et ce sans tenir compte du fait que la nomenclature taxonomique emploie le latin pour classer et pour nommer la faune via des dénominations binominales ou binomiales. Donc, à la lumière de ces constatations, nous nous sommes posés les questions suivantes. Comment trouver les termes adéquats pour parler de faune marine? Comment favoriser le dialogue entre les experts de différentes disciplines et le grand public? Comment vulgariser le lexique de la faune marine en plusieurs langues et auprès de différentes communautés de discours? Et surtout, quelles approches et quels outils adopter? Plus précisément, dans notre micro-objectif, nous nous sommes posés les questions suivantes. Donc, comment décrire les propriétés lexicales des termes de la faune marine et comment envisager les liens entre les termes. Si dans la phase pilote de ce projet, nous nous sommes basés sur l'approche conceptuelle de la théorie générale de la terminologie, qui a permis de repérer un ensemble de relations, principalement des relations logiques et hiérarchiques, et nous avons eu des résultats très intéressants, surtout sur le plan conceptuel et sur le plan des connaissances spécialisées,
Depuis 2 années, nous sommes en train de nous interroger aussi sur l'aspect linguistique. Donc c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur des modèles alternatifs offerts par la sémantique lexicale et la lexicographie spécialisée pour décrire un nombre un peu plus élevé de relations et surtout de tracer un réseau qui est un peu plus vaste. Donc pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les jalons théoriques de la linguistique de corpus, de la lexicographie appliquée à la terminologie et de la sémantique lexicale. Et c'est dans ce contexte que nous avons constitué le corpus Zoocor, un corpus bilingue comparable français-italien sur la faune marine, et Zooterm, donc un protocole de fiche terminographique qui décrit les relations lexicales entre les unités terminologiques associées à notre domaine à l'aide des fonctions lexicales de Melchuk et de Polger qui se superposent aux relations terminologiques et aux explications en langage naturel de Marie-Claude Lhomme pour faciliter et rendre accessible la lecture de ces fiches. Un autre outil fondamental que nous avons employé est la ressource terminologique DICO-Enviro, que nous sommes en train d'implémenter avec les unités terminologiques issues du corpus Zoocor, dans le cadre d'une collaboration scientifique avec l'Observatoire linguistique sciences texte de l'Université de Montréal. Donc dans le DICO-Enviro, nous sommes en train de typiser et de classer en particulier les termes en français et en italien du domaine des espèces marines menacées. Et pour un manque de temps aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur les phases de constitution du corpus. Donc je vais les passer très rapidement pour me concentrer ensuite sur la méthode que nous avons employée pour encoder les liens entre les termes et pour découvrir ce réseau terminologique. Nous verrons aussi que, à travers des exemples, comment ce travail d'encodage fait apparaître plusieurs questions au niveau théorique et au niveau méthodologique sur l'articulation entre les classes de termes de la faune marine menacée et sur la modélisation de certaines relations. Donc ça, c'est l'interface de notre corpus. Il se compose de 350 textes en français et de 200 textes en italien. La partie italienne, elle est en cours de réalisation. Mais on a pas mal de difficultés à repérer des textes en langue italienne à cause du fait que la communauté scientifique emploie des textes, emploie l'anglais comme langue véhiculaire. Donc ça, c'est l'interface du corpus qui permet de vérifier, de lancer des recherches, de repérer des occurrences, de repérer d'éventuelles variantes flexionnelles et en particulier les contextes d'usage qui nous sont très utiles, surtout pour établir la structure actentielle des termes. Donc une extraction sur le serveur a été faite via thermostat grâce à Patrick Drouin, que nous remercions beaucoup et qui a donné plus de 10 000 termes entre unités prédicatives, unités terminologiques quasi prédicatives et non prédicatives que nous sommes en train de typiser dans les fiches terminographiques. Donc, comme nous venons de le dire, la fiche Zooterm a été intégrée dans la section espèces marines menacées du DICO, coordonnée par Marie-Claude Lhomme, que nous remercions beaucoup. Et cette base terminologique diffère de la plupart des bases de données terminographiques contemporaines dans le sens qu'elle encode et décrit les termes comme des unités lexicales plutôt que comme des étiquettes conceptuelles. Donc, outre les relations logiques et hiérarchiques et de synonymie, notre fiche décrit aussi une grande variété d'autres relations, notamment les relations paradigmatiques et syntagmatiques. Pour ces relations, toutes les relations sont codées manuellement par nous-mêmes via les fonctions lexicales. Donc pourquoi les fonctions lexicales? Du point de vue de l'encodage, nous croyons qu'elles peuvent apporter, qu'elles présentent plusieurs avantages. Tout d'abord, elles prennent en compte jusqu'à 3 propriétés linguistiques différentes, donc la structure syntaxique d'un terme complexe, d'une colocation ou d'une locution selon le cas, le sens général et le sens spécifique d'une relation, et enfin la relation entre le terme lié et sa structure argumentale. En outre, elles sont en mesure de regrouper un large éventail de sens entre les termes du champ lexical des espèces marines menacées. Et elles peuvent également être encodées et vulgarisées pour les utilisateurs non experts aussi, permettant aussi de rendre les connaissances accessibles à tous. Avant de passer aux fonctions lexicales, comment se structure notre fiche terminographique?
Toutes les informations sont encodées dans un éditeur XML. Nous travaillons avec Oxygène. Donc là, vous voyez, on a la lexie, la marque d'usage, les informations grammaticales, le domaine, la structure actentielle, les variantes, les synonymes selon les différents registres, les arguments et les liens lexicaux. Donc ces liens lexicaux apparaissent dans une liste ordonnée qui peut être un peu longue, surtout dans certaines entrées, et qui pourrait donc poser des questions de visualisation aux utilisateurs. Donc, des stratégies pour alléger l'exploration des liens ont été étudiées par les collègues du labo. Donc, une première stratégie consiste à regrouper les liens lexicaux par famille en fonction des propriétés formelles et sémantiques, ou en fonction aussi de la relation qui peut être paradigmatique, syntagmatique, hyperonymie, donc hyponymie, sens apparenté, sens opposé, combinatoire, les arguments typiques des termes prédicatifs et les rôles sémantiques. Ensuite, comme les fonctions lexicales ne sont pas bien connues et peuvent être assez difficiles à déchiffrer, une deuxième stratégie consiste à ajouter une explication en langage naturel et à la superposer à chaque fonction lexicale. Par exemple, la fonction cause, un compte près de verre, est souvent expliquée par la définition quelqu'un ou quelque chose qui fait en sorte que d'une espèce ou en dauphin ou en cachalot reste dans son état actuel. Et ici, le tilde représente le mot-clé, donc l'espèce, et menacer l'argument qui est impliqué dans la colocation. Il en va de même pour fin C0, expliqué en langage naturel via la définition « l'espèce cesse d'exister » pour indiquer l'argument échoué. Donc cette méthode est conçue essentiellement pour exploiter d'un côté la richesse de l'encodage des liens, pour les classer dans des familles beaucoup plus larges, et de l'autre aussi pour viser à la simplicité de la représentation et de l'interprétation des données relatives aux espèces marines menacées. Pour rendre ces fiches un peu plus accessibles au grand public, nous sommes en train d'ajouter des informations supplémentaires, parmi lesquelles des photos qui ont été prises pendant les suivis avec la Stazione Zoologica et la Fondation de recherche CIMA, mais aussi des vocalisations de la faune marine qui ont été enregistrées par les experts via des hydrophones dans le cadre de ces deux projets. Et donc ça, c'était, je ne sais pas si ça... Ça, c'est le sonar d'un dauphin. Donc ça, c'est une population de dauphins qui est en train de sauter. Donc, au niveau linguistique, quels sont les... OK. Quelles sont les problématiques de nature méthodologique et théorique qui émergent de cette étude? Certaines relations sont si spécifiques à ce domaine qui ne peuvent pas être encodées avec les fonctions lexicales standards, raison pour laquelle nous avons fait des adaptations pour décrire des relations spécifiques de ce domaine. Et c'est le cas de la famille type 2, donc ce que vous avez vu dans les diapos précédentes sous l'entrée sorte 2, qui contient à la fois des termes simples comme microphone ou mégaphone ou sous-espèce, mais aussi des termes complexes, des colocations ou des locutions comme baleine à bosse, cétacé à fanon, cétacé à dents, etc. Étant donné qu'une même relation peut produire deux types de structures linguistiques différentes. Donc, il s'agit de termes dont la nature sémantiquement non compositionnelle est parfois très difficile à cerner à cause du caractère spécialisé des définitions. Dans notre corpus, il s'agit surtout, nous avons repéré surtout des locutions nominales qui dénotent des types d'entités plutôt que des entités lexicales à proprement parler, telles qu'espèce paravent, espèce parapluie, espèce ingénieur, etc. Et à noter que Meltchouk ne considère pas ces syntagmes comme des locutions. À son avis, ces entités lexicales n'ont pas le statut de lexie, contrairement au point de vue de Paul Garcigé, nous semble-t-il, qui met en lumière la nécessité de donner une définition lexicographique à ces unités qui contrôlent leur propre réseau des liens paradigmatiques et syntagmatiques. Donc, pour les classer, Meltchouk a introduit la notion de termème pour désigner donc cette classe d'individus, d'entités ou faits spécifiques qui correspondent aux termes authentiques des langues
spécialités et il les classe parmi les types de phrasèmes comme une sous-classe des clichés linguistiques. Pour mieux encadrer la problématique, je vous propose ce cas particulier, le cas du syntagme dauphin bleu et blanc, qui est ainsi défini dans notre corpus. Et donc, cette description se compose essentiellement d'une prédication sur le sémantème dauphin. Donc, nous nous posons la question de savoir s'il s'agit d'une colocation du terme dauphin plutôt d'une locution ou d'une sorte de, ou voire d'un terme même. Mais si nous réfléchissons à la définition que vous voyez sur la diapo, elle se base sur des connaissances encyclopédiques et on peut aussi remarquer qu'elle comprend plus que juste dauphin bleu et blanc et que d'autres caractères sont pris en considération par les spécialistes. Donc son sens n'est pas compositionnel, car il ne dénote pas une entité, mais un type d'entité avec des caractéristiques bien précises. Si on veut le dire autrement, le pivot sémantique de dauphin bleu et blanc n'est pas dauphin, mais type de dauphin, ce qui lui donnerait le statut de locution faible plutôt que de colocation de dauphin. Il en va de même aussi pour les autres exemples que nous avons vus avant, donc espèce par avant, espèce parapluie, espèce ingénieur, etc. En autre cas, je voudrais partager avec vous, aussi en dépit de ce que nous venons de dire, concerne les syntagmes qui pourraient être décrits d'un point de vue lexicographique à la fois comme des colocations et des locutions faibles. C'est le cas de bébé tortue, dont le sens est exprimé de façon compositionnelle. Donc, tortue est exprimé par la base tortue, et le reste est exprimé par très jeune animal, nouveau-né, donc par le colocatif bébé. Et ce syntagme, il est un peu particulier parce qu'il est situé à l'interface entre langue générale et langue de spécialité et dénote l'état initial des stades de vie, donc bébé, juvénile, etc., de cette lexie. Donc, si dans un premier moment, nous l'avons décrit en tant que colocation du terme tortue via le colocatif nominal germe, donc une fonction standard qui désigne l'état initial d'une lexie. Après, on a aussi réfléchi sur le fait que le sens de bébé tortue dénote avant tout un type de tortue qui a des spécificités bien précises, dont la richesse et la complexité du sens ne sont pas incluses toutes dans le sens de germe. Et l'autre aspect, par contre, concerne le fait qu'il s'agit, si on va regarder les définitions, donc les structures et les définitions actentielles et analytiques aussi, il s'agit d'un type de tortue de taille petite qui nécessite donc des soins particuliers. Donc c'est pour ça que nous l'avons modélisé via une nouvelle fonction lexicale non standard nommée petit 2. Là, je n'ai pas beaucoup de temps apparemment, donc juste en 3 minutes. Oui, juste un petit rappel aussi sur la problématique des termes qui ont des doubles structures actentielles et donc qui nous permettent aussi de réfléchir sur ça. C'est le cas de collision que nous avons pour l'instant modélisé à nous basant sur le rôle du patient et de la destination, parce que dans le 80% des définitions, il y avait des définitions de colocation qui étaient basées sur l'impact du patient, donc de l'espèce, avec le navire. Mais dans l'autre 40%, nous avons également repéré d'autres structures actentielles, donc des collisions, des impacts entre l'agent A et l'agent B. Donc ça, c'est un autre problème terminologique, enfin méthodologique au niveau méthodologique. Après, nous avons représenté en réseau toutes les relations que nous avons modélisées et typisées dans la ressource terminographique. Et ça, c'est l'outil proposé par Marie-Claude Lhomme et par Lodi Courenviro, c'est le néovisuel qui permet donc de capturer toutes les relations et tous les liens. J'imagine que je n'ai pas le temps de l'expliquer, c'est ça? OK. Donc pour terminer, pour arriver donc aux conclusions, les fonctions lexicales permettent bien sûr de modéliser un nombre majeur de relations que celles de l'approche terminologique classique, au moins dans ce domaine, dans le domaine des espèces marines menacées. À propos de la problématique définition actentielle du terme et définition terminologique, nous avons rencontré un problème émergent, c'est-à-dire que le nom des espèces marines menacées et les activités liées à leur menace et à leur conservation dépendent parfois du lieu
et même de la culture. Du coup, les définitions varient conséquemment parfois même d'un contexte à l'autre. Donc, si l'approche lexicographique a contribué à réduire l'imprécision définitoire, l'attribution des fonctions lexicales et surtout des rôles sémantiques a été souvent très risquée, à raison surtout du flou terminologique. Donc, c'est pour ça qu'il a été pratiquement impossible de donner ces définitions et de modéliser ces liens sans la confrontation avec les experts du domaine. De même, l'analyse fait apparaître aussi des réflexions et des questions concernant les notions de termes même, de compositionnalité des entités terminologiques. Quant aux représentations graphiques des liens en réseau, cet outil complète un peu la ressource textuelle de type dictionnaire. Et la prochaine étape sera celle de recueillir les commentaires des futurs usagers. Donc, dans des contextes pédagogiques prévus en Italie, c'est les PCTO, donc les PCTO en français, donc des parcours de compétences pour le développement des compétences transversales, pour vérifier si ces relations et si ces représentations graphiques peuvent être utilisées comme source d'information pour comprendre le sens des termes de ce domaine. Je vous remercie. Monsieur Patrick Leroyer est titulaire d'un doctorat en lexicographie spécialisée. Il est maître de conférences à l'université d'Aarhus au Danemark, où il enseigne la linguistique appliquée, la traduction spécialisée et la communication d'entreprises internationales. Sa recherche est axée sur la métaléxicographie des langues spécialisées. Il est aussi l'auteur de plusieurs dictionnaires spécialisés. À l'international, M. Patrick Leroyer est rattaché au laboratoire CIMEOS en sciences de l'information et de la communication, où il travaille sur les terminologies professionnelles de la gastronomie et de l'énologie. Bon, avant le déjeuner, ça donne envie. Bon, il y a un autre intervenant qui devait être avec nous, mais qui a eu un empêchement. Il s'agit de Henrik Kohler-Simonsen, qui est titulaire d'un doctorat en lexicographie d'entreprise et d'un MBA en management. Il est maître de conférences externes à la Copenhagen Business School au Danemark, où il enseigne la communication d'entreprise internationale. Il est aussi Head of Learning à l'Académie danoise de l'assurance. Sa recherche est axée sur la lexicographie corporate, l'éducation et le management numérique dans les organisations et l'intelligence artificielle générative. Donc, Monsieur Patrick Leroyer va justement prendre la parole à la place des deux, donc pour nous présenter une intervention intitulée « Terminographie assistée par intelligence artificielle générative, 5 clés théoriques et méthodologiques pour la description du sens ». Sujet vraiment d'actualité. Désolé pour ce contretemps, là, ce passage d'ordinateur. J'ai des slides, là, des diapos qui sont toutes petites, mais enfin j'espère que je vais y arriver. L'objectif de notre étude a été réalisé en coopération avec mon collègue Henrik, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Il est chef de la formation qu'on appelle Head of Learning en anglais, donc chef de la formation à l'Académie d'assurance au Danemark. L'objet de notre étude est d'apporter une contribution théorique et méthodologique à l'élaboration de définitions terminographiques assistées par IAG, c'est-à-dire une intelligence artificielle générative, sur la plateforme d'une organisation, ici donc c'est FOAC, Forsikringsakademi, l'Académie d'assurance. L'objectif, c'est d'évaluer la génération de définitions terminographiques enrichies d'échafaudages organisationnels, didactiques et pédagogiques. Et c'est aussi d'identifier les processus d'interprétation des définitions dans l'organisation. Quelle description génère-t-elle le plus de sens? Comment le sens est-il interprété? Le cadre de l'étude, c'est que sur la plateforme FOAC et sur son référentiel terminographique, les définitions devraient être adaptées aux besoins des apprenants et aux besoins des enseignants, à leurs choix didactiques et pédagogiques, ainsi qu'aux stratégies, bien sûr, de l'école, l'Académie d'assurance. L'intelligence artificielle générative offre de gros potentiels pour la génération de définitions, mais nécessite une modélisation spécifique de ce qu'on appelle le prompting, c'est-à-dire les instructions qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour tirer le meilleur parti de la technologie. Donc, une contextualisation organisationnelle de la définition devrait permettre de générer des définitions qui sont enrichies par la communication de l'organisation,
des interprétations et des appropriations du sens terminographique qui sont en phase avec la situation des utilisateurs dans l'organisation et qui permettraient, en dernier ressort, de dynamiser les processus de socialisation et de positionnement institutionnel de l'organisation. Nous avons donc fait intervenir 5 clés théoriques que nous avons identifiées après avoir étudié les contributions sur le sens en terminographie, dont le fameux ouvrage de Béjoin-Thoiron de 2000, Le sens en terminologie. La première approche, c'est une approche sémantique qui a été décrite par Vigan, qui est orientée vers la connaissance de la signification. La deuxième, c'est une approche encyclopédique, également développée par Vigan, qui est orientée vers la connaissance du monde. La troisième approche est une approche fonctionnelle, qui est orientée vers la connaissance du profil des utilisateurs et des situations d'utilisation. La quatrième clé ou approche est une approche pragma-terminologique que l'on trouve chez Devecchi, 2018-2020, qui est orientée vers la connaissance opérationnelle de la terminologie, de la terminographie dans l'entreprise. Et en finale, une approche que nous avons développée au Danemark qui s'appelle Lexicographic Meaning Construction Processes, des processus de construction du sens lexicographique qui sont orientés vers la communication de l'organisation. Donc voici, c'est très schématiquement, là c'est clé LMCP. Il y a une clé 1 utilisateur, un espace de construction du sens qui est un espace utilisateur, un espace besoin terminographique, un espace mission terminographique, un espace système terminographique, un espace données terminographique et finalement un espace business terminographique, puisque la terminographie fait partie en fait du business de l'organisation. Pour revenir sur ces espaces et la construction du sens terminographique, l'utilisateur est perçu comme un créateur du sens terminographique dans son organisation. Pas simplement un utilisateur, mais aussi un créateur du sens. Les besoins sont la reconnaissance des besoins terminographiques de l'organisation et de ses parties prenantes. La mission, c'est la contribution de la terminographie à la mission de l'organisation, cette académie de l'assurance. L'espace système, c'est l'espace qui va percevoir l'IAG comme un outillage dont se sert l'organisation, donc un outillage organisationnel véritablement. Les données, bien sûr, sont la sélection et la présentation des données terminographiques elles-mêmes. Et en finale, le business, l'intégration d'un avantage terminographique au cœur de métier de l'organisation. Notre démarche a été de partir d'une hypothèse comme quoi les utilisateurs vont préférer des définitions qui sont contextualisées FOAC, c'est-à-dire qui vont inclure le contexte de cette académie. Les 5 clés, nous les avons combinées dans le prompting de 2 termes ou des unités terminologiques juridiques centrales dans l'organisation, la Forsikringsakademi. Forsikringsaftaler, c'est la loi sur les contrats d'assurance, et Forsikringsbureau, c'est les besoins en assurance. Nous avons travaillé avec 2 catégories d'utilisateurs, des apprenants et des enseignants, et les instructions données à la machine sont ciblées sur la situation de ces 2 catégories d'utilisateurs. À partir de ça, nous avons rédigé 2 types de prompting, d'instructions qui sont quasiment identiques, l'une avec contextualisation et l'autre sans contextualisation. Et maintenant, je vais vous donner je vais montrer des exemples de output, c'est-à-dire de sortie de la machine, des générations qui ont été créées avec ce qu'on appelle des réitérations, c'est-à-dire on instruit la machine et on continue de la réinstruire pour finalement parvenir à un résultat satisfaisant. Normalement, en prompting, ce qu'on appelle le prompting, les instructions, on travaille avec ces catégories que sont le rôle. On donne un rôle à l'intelligence artificielle, on lui donne un contexte, on lui donne une tâche qu'on va définir, on lui donne des instructions, on indique une structure pour la génération des outputs, et on lui donne aussi des références, des inputs, des exemples. Et dans notre cas, nous nous sommes servis bien sûr d'un corpus de l'Académie d'assurance.
Finalement, on peut aussi inclure des instructions de délimitation et des instructions de relecture. Donc, demander dans chaque cas à la machine de travailler suivant un type d'instruction comme celui-ci. Alors, à gauche, sans FOAC, à droite avec FOAC, vous avez des définitions générées par l'intelligence artificielle suite à un prompting qui va demander, où nous avons demandé à la machine, explique le sens du terme, présente les connaissances juridiques liées au terme, contient des exemples démontrant comment sens et connaissance du terme sont décisifs pour résoudre des tâches dans une organisation, et soit structuré et formulé à l'usage d'un étudiant en droit des assurances. Donc nous avons utilisé les clés, la clé sémantique, la clé encyclopédique, la clé pragma-terminologique et la clé fonctionnelle. Avec FOAC, nous avons rajouté un étage contextualisé, un étage contextuel. 3, contient des exemples illustrant comment le sens et la connaissance du terme sont décisifs pour l'utilisation du terme dans la pratique à l'aide de 5 propositions montrant comment la définition peut être intégrée dans le travail pratique d'une compagnie d'assurance. Les propositions doivent être basées sur le descriptif du cours Assurance multirisque, module de base, dans le fichier annexé Assurance multirisque, module de base. Donc. Ensuite, décrire comment FOAC est en mesure d'assurer, au travers du cours Assurance multirisque, module de base, un apprentissage optimal de la définition conforme à l'identité et aux valeurs de FOAC, telles que celles-ci sont décrites dans le fichier annexé, dans le fichier en ligne. Et finalement, la définition doit être cadrée de manière à ce que sa structure et sa formulation soient adaptées à un étudiant de FOAC qui suit le cours décrit dans le fichier annexé Assurance multirisque, module de base. Donc, à gauche, des instructions basiques et à droite, donc, des instructions qui incluent un échafaudage organisationnel et pédagogique. Donc, voici les outputs qui sont générés. Sans contextualisation, la machine va nous dire que la loi sur les contrats d'assurance est une législation qui réglemente les relations juridiques entre les compagnies d'assurance et les assurés au Danemark, etc., etc. Dans la connaissance juridique du terme, la machine va nous apprendre que la loi sur les contrats d'assurance a été adoptée pour la première fois au Danemark en 1930 et a fait l'objet de plusieurs révisions, etc. Avec la contextualisation, donc à droite, vous avez, pour le sens du terme, grosso modo le même format définitoire. En revanche, pour la connaissance juridique du terme, on constate que la machine produit beaucoup plus d'informations. En particulier, elle entre dans le contenu, le détail de cette législation, la conclusion des contrats d'assurance, les modifications et résiliations des contrats, les obligations des compagnies d'assurance, les droits des assurés, etc. Et finalement, avec FOAC, l'output didactique et pédagogique propose concrètement des activités pour le professeur, apprentissage par étude de cas, simulation du traitement des sinistres, analyse des polices d'assurance, projet de groupe, conférence d'experts. Donc avec la contextualisation, on arrive à un ensemble définitoire beaucoup plus complet. Pour interpréter les outputs, nous avons utilisé une démarche explorative dans un premier temps, des enseignants et des étudiants qui prennent préalablement connaissance des définitions et d'une courte présentation des interviews semi-directives de 30 minutes. Nous avons transcrit ces interviews, nous avons codé avec le logiciel NVivo et nous avons appliqué la théorie que je vous montrais tout à l'heure, les espaces d'interprétation du sens, là, les 6 espaces, là, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons, à la suite de cela, conduit une analyse communicative. Donc voilà un exemple de ce que ressort NVivo, une visualisation de la distribution des codes dans le corpus. Et puis donc ces 6 points d'analyse, la qualité des définitions, le rôle, l'autoperception de l'utilisateur, la réflexion sur les besoins terminographiques, le rôle de la définition dans le business de l'organisation, dans sa mission, et finalement la réflexion sur le rôle même de l'intelligence artificielle générative.
Donc on a plusieurs types d'énoncés, et là je pense pas que je vais même pouvoir les lire. Au niveau des données, un des répondants dit « Je trouve que les définitions sont trop courtes et manquent de substance, elles ne donnent pas assez d'informations. » Ça, ce sont les définitions sans contexte. Pareil pour l'enseignant, l'output est bourré de fautes, et ça c'est très intéressant. Les définitions avec contexte sont autoritatives, alors que celles sans contexte ne le sont pas. L'output est bourré de fautes, faute de langue, faute de connaissances, ça ne marche pas pour les besoins des étudiants. Des énoncés sur les besoins, l'étudiante va dire « j'ai besoin d'une définition concrète et pratique. Si je ne comprends pas les bases, j'ai du mal à construire mon apprentissage. » L'enseignant dira « nous avons un grand besoin de pouvoir expliquer des règles complexes ainsi que des lois pour pouvoir les expliquer facilement à nos clients. » Sur l'IAG, nous avons besoin de l'IAG pour nous aider à construire différentes définitions, à nous aider à construire des formats qui sont pertinents pour la formation. Et c'est très intéressant de pouvoir demander à l'IAG de créer des exemples que nous pouvons réactualiser et exploiter directement dans les cours. Donc nous avons affaire véritablement à des interprétations qui sont bipolarisées. Sans contextualisation de la définition, les définitions sont perçues, interprétées comme peu pertinentes, imprécises, génériques. Elles sont interprétées comme erronées et manquant d'autorité terminographique, n'établissant pas d'engagement émotionnel et ne créant ni sens personnel ni organisationnel, et des définitions qui ne sont pas à même de soutenir une relation professionnelle. En revanche, avec la contextualisation de l'Académie d'assurance FOAC, les définitions sont perçues et interprétées comme hautement pertinentes, précises, spécifiques, correctes, dotées d'une autorité terminographique, établissant un engagement émotionnel et créant du sens personnel et organisationnel, et à même de soutenir une relation professionnelle. Si on revient sur les espaces d'interprétation du sens, donc ces espaces que je vous ai montrés tout à l'heure, au niveau des données, la présence d'un contexte organisationnel dans les données génère un sentiment de valorisation avec une perception accrue de la qualité des données. Ce sont des experts, bien sûr, et ils perçoivent la qualité. Inversement, l'absence de contexte organisationnel génère un sentiment de dévalorisation. Au niveau de l'utilisateur, la perception d'une réduction du danger de surcharge cognitive, les utilisateurs, et enseignants et étudiants, le sentiment d'avoir affaire à des définitions qui sont adaptées à leur contexte professionnel, qui sont simplifiées, contrairement à des définitions terminographiques classiques, plus difficiles à comprendre et à assimiler. Au niveau des besoins, leur perception, c'est la narration des besoins d'informations terminographiques au niveau employé, au niveau direction et au niveau partie prenante de l'organisation. Les étudiants et les enseignants démontrent que ces besoins sont véritables, sont bien réels. Ces besoins terminographiques existent et sont bien réels dans l'organisation. Au niveau du business, oui. Au niveau du business, les définitions sont interprétées comme des facteurs d'autostructuration et comme un atout pour la marche du business dans les situations professionnelles prévues. Les utilisateurs reconnaissent l'utilité de ces définitions dans leur travail, dans l'exercice de leurs fonctions. Pareil pour la mission, les définitions sont interprétées comme une institutionnalisation des valeurs de l'organisation au service de sa mission dans des situations professionnelles prévues. Et finalement, au niveau du système de l'intelligence artificielle générative, on assiste à une confiance accrue au contenu généré par l'IAG dès lors que l'output provient d'une contextualisation organisationnelle, y compris la langue de l'organisation, une réaffirmation de la supériorité de l'humain, ça c'est très intéressant, que l'humain est contextuellement parlant beaucoup plus intelligent et compétent que l'IAG, et une évaluation, finalement, comme j'ai pu le lire dans les énoncés, une évaluation de l'IAG comme un espace de performance organisationnelle. Donc, en matière de conclusion, dans cette terminographie intégrée, immergée dans l'organisation, on a une interprétation et une
construction du sens, donc j'ai parlé de la surcharge cognitive, une appropriation du sens qui est en phase avec le vécu professionnel des utilisateurs dans l'organisation, une interprétation du sens qui dynamise les processus d'autostructuration, de socialisation et de négociation d'appartenance institutionnelle dans l'organisation. L'interprétation du sens terminographique, donc, cimente le positionnement institutionnel de l'organisation. Elle devient encore plus professionnelle, si vous voulez. Et l'IAG est conceptualisé comme un outil de performance organisationnelle. L'acceptation de l'IAG génère en corollaire une réaffirmation de la compétence supérieure des membres individuels de l'organisation. Donc, en conclusion, cette petite étude soutient une perspective épistémologique de nature interprétative, on va dire, interpréter les différents processus de réception, de construction du sens terminographique dans une organisation qui va s'en servir dans l'exercice de sa mission. Et vous allez me dire, il y a un biais central dans cette étude, c'est que les interprétations sont biaisées par l'intervieweur. L'intervieweur, il est Head of Learning, c'est pas n'importe qui, et il est aussi chercheur, donc les répondants là sont influencés par ça. En outre, les interprétations sont biaisées par une espèce de polarité constitutive dans ce test interprétatif, des polarités qui sont sans contextualisation NOAC, une induction d'une interprétation négative et un déficit du sens, et en contrepartie, avec une contextualisation, une induction d'interprétations qui sont par nature positives et excédentaires de sens. Pour autant, et ce sont les remarques finales, pour autant, l'étude ne se veut pas normative, mais interprétative, et nous a permis de mieux cerner l'interprétation des définitions, quel sens génère-t-elle et quels sont les processus de construction du sens, confirmer l'interrelation avec interprétation individuelle et interprétation organisationnelle, confirmer que la combinatoire des 5 clés que je vous ai présentées la permet de générer des définitions qui sont perçues comme étant en phase avec les besoins des utilisateurs et de la communication stratégique de l'organisation, et confirmer la valeur d'un modèle de prompting, c'est-à-dire un modèle d'instruction qui est ancré dans la communication de l'organisation, et confirmer en finale la dynamique des processus de construction du sens terminographique dans les organisations, donc véritablement œuvrer au travers en toute modestie pour une épistémologie interprétative de la terminographie. Et voilà. Donc, et la bibliographie. Voilà, donc je pense que pour les questions, ce sera maintenant ou c'est bon, c'est bon, c'est les questions. Nous allons justement demander à Sylvia de retourner ici pour qu'elle puisse répondre aux questions. Bon, s'il y en a, bon, Valérie, c'est toi qui vas circuler ou tu veux que je le fasse pour toi? C'est moi qui donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, levez la main pour que le micro puisse vous arriver. Voilà. Oui, mais c'est pas tout à fait prêt. Il faut encore 2 minutes. Voilà, il y a alors voilà, j'ai oui, voilà. Petite question à Sylvia. Quelle est la relation, je n'ai pas très bien compris la relation avec tout ce qui est taxonomie, donc officielle, et la présentation qui est faite pour le public. Par exemple, est-ce que les dauphins bleus et les dauphins blancs renvoient à des espèces différentes dans la nomenclature, tandis qu'il est évident que les bébés tortues ne renvoient pas à des espèces différentes. Donc c'est un peu
les relations entre une classification établie et la classification vulgarisatrice. Oui, vous m'entendez? Oui. John, merci beaucoup pour cette question. Oui, le dauphin bleu et blanc, au fait, est le nom vulgarisé, si vous voulez. Donc, c'est la dénomination vulgarisée. Et dans la ressource terminographique, elle est traitée en tant que telle. Donc, ça n'a rien à voir avec la taxonomie proposée par la Commission internationale de zoologie. Parce qu'ils emploient tout simplement il n'y a que des dénominations binomiales en latin. Et le problème, c'est que les experts n'emploient pas les dénominations en latin. Ils créent de nouvelles dénominations vulgarisées qui, parfois, ont des synonymes, même selon... Là, je n'ai pas pu le montrer, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas bien chronométré. Mais ça change aussi selon les contextes. C'est le cas du dauphin, par exemple, qui, dans certains contextes spécialisés, on l'appelle le delphinidé, alors que c'est une variante de dauphin. Et après, il y a le dauphin bleu et blanc qui, selon les relations terminologiques classiques, ça serait une sorte de hyponyme. Alors que pour nous, dans la théorie de la sémantique lexicale, nous l'avons inséré dans la section sorte de ou type de, que, si vous voulez, pourrait correspondre à la donc génère-spech, donc hyperonymie, hyponymie. Mais ce n'est pas, si on prend le point de vue de l'unité lexicale, ce n'est pas exactement la même chose. Mais après, lorsqu'on voit la définition, ça devient obligatoire de se confronter avec les experts et donc de reprendre une partie de la relation terminologique. Donc c'est pour ça que nous avons 3 niveaux de définition. Celle de la structure attentielle, de la définition terminologique et de la superposition avec le langage naturel qui est expliqué aux moins experts. Celle qui fait Marie-Claude Lhomme. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, bonjour. J'ai une question pour le deuxième intervenant, Monsieur Leroyer. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante et j'ai trouvé très innovante. J'avais une question. Alors, je suis terminologue moi-même, mais pas du tout spécialisée dans ce que vous faites. Je me demandais si votre ce que vous avez qualifié de petite expérience, je ne trouve pas qu'elle soit petite personnellement, mais je me demandais si vous pensiez que ce serait possible de reproduire cela avec d'autres domaines, et plus particulièrement si comment est-ce que je peux exprimer ça? Si, particulièrement avec des domaines encore plus techniques, je me demandais si la technicalité du domaine avait un impact sur cette contextualisation. Quelques instants avant, j'avais une conversation très intéressante avec François Gaudin, parce que j'ai fait ma thèse il y a très très longtemps, dans une autre vie, en chimie organique. Donc on était d'accord tous les deux sur le fait que le vocabulaire constitue un véritable obstacle à la transmission et l'acquisition des connaissances. Donc, je me demandais si on pouvait reproduire quelque chose comme ça. Enfin, si vous pensiez que c'était possible de reproduire sur des domaines qui sont peut-être beaucoup plus techniques que ce que vous avez présenté, encore que je ne m'y connaisse pas suffisamment sur la technicalité du domaine. Mais voilà, je sais. Je pense que, très simplement, merci pour votre question. C'est une très bonne question. Je pense que la technicité du domaine n'est pas en soi un obstacle du tout à la méthode. Là, j'ai montré 2 termes ou des unités, ce sont des entités cognitives en réalité, qui sont déjà en soi assez techniques. Nous sommes dans le domaine du droit des assurances, donc c'est assez pointu. Et ce sont des experts donc, qui se prononcent, qui participent à cette construction du sens terminographique. Je pense que la méthode peut facilement, sans difficulté, être utilisé, exploité dans d'autres domaines, que ce soit l'économie, que ce soit l'industrie. Pourquoi? Parce que le capital terminographique d'une organisation et de son entreprise constitue toujours un atout central dans l'organisation. Donc c'est ça l'idée maîtresse de l'étude, démontrer à quel point la terminographie fait partie intégrante du métier de l'organisation, quel que soit son niveau de technicité. Je ne pense pas que ce soit un obstacle, non. Merci beaucoup, Charles Ligan de Bénin. J'ai une question pour Sylvia. Lorsque vous avez présenté tout à l'heure les
personnes qui sont concernées par cette activité technologique de protection donc, des espèces marines menacées, je n'ai pas vu les autochtones, les populations qui vivent dans le milieu. Vous ne les avez pas intégrés, à moins que j'ai mal lu la diapositive. Et quelle place vous accordez donc aux personnes qui vivent dans le milieu où séjournent donc ces espèces marines menacées? L'autre aspect de mon intervention par rapport à votre question, à votre présentation, c'est la variation désignationnelle donc, des espèces. Qu'est-ce qui va se passer, puisque vous avez parlé donc de la terminographie, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez élaborer une terminographie pour désigner ces espèces et que des personnes vivant dans un autre milieu auront envie de désigner des espèces de même nature? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que vous prenez en compte aussi, est-ce que l'étude va être prolongée à d'autres milieux pour prendre en compte, j'allais dire, les différentes désignations liées donc au même type d'espèces? Ma question s'adresse également à Le Royer. Heureusement que vous avez précisé qu'il s'agissait donc de la pragmaterminologie, donc de la terminologie appliquée à un domaine professionnel précis. Alors, mais l'idée que j'ai, c'est de savoir, est-ce que les personnes qui sont les utilisateurs, j'allais dire, de cette terminologie-là, sont censés travailler toujours et tout le temps dans la même entreprise? Lorsqu'ils vont être appelés à travailler ailleurs ou faire une mobilité professionnelle, comment est-ce qu'ils pourront faire? Comment ils pourront donc s'adapter à des définitions donc, dans leur nouveau milieu professionnel? Merci beaucoup. Oui, donc merci pour cette question. Si j'ai bien compris, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, vous allez me le dire. Là, vous me demandez si les utilisateurs qui appartiennent ou des personnes qui appartiennent à d'autres milieux, donc dans ce cas qui n'appartiennent pas à la mer Méditerranée où se trouvent les espèces marines menacées, remarquent des différences dans la variation, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je vais expliquer davantage. Vous avez fait le travail dans un milieu donné. Vous avez tenu compte d'un milieu donné avec des personnes qui vivent dans le milieu. Est-ce que ces personnes-là ont même été intégrées à votre liste de personnes pouvant participer à la détermination donc, de ces espèces? C'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie, c'est de savoir, lorsque vous allez codifier donc, ces thèmes-là et vous allez les mettre dans un document écrit, si vous avez parlé de terminographie, de lexicographie, qu'est-ce qui va se passer lorsque des personnes vivant dans un autre espace, dans un autre milieu de vie, auront envie de désigner les mêmes espèces qu'ils vont retrouver dans leur milieu? Est-ce qu'ils seront obligés donc de faire des emprunts ou que vous allez élargir votre étude en prenant en compte donc les désignations par lesquelles les autres aussi appellent les mêmes espèces? Oui, alors donc la première question, oui, les experts, ils ont contribué dans cette phase surtout dans la phase de conception du corpus, à déligner le périmètre et les différents sous-domaines et donc les différentes sous-espèces menacées en mer Méditerranée. Chez nous, c'est ça le contexte, au moins dans ce projet. Après, pour la seconde question, je n'ai pas trop bien compris ce que vous voulez dire. Je suis désolée. Parce que nous, en fait, dans ce projet, on désigne pas des espèces marines. Enfin, les noms, les dénominations, il existe déjà. Ce qu'on fait, c'est créer des liens lexicaux et de tracer donc ce grand réseau. Mais les noms, ça n'existe pas. Nous, on ne fait pas de l'agnologie. Voilà. Alors, effectivement, Lina, nous pouvons boucler parce que le repas est prêt. Patrick, et puis, bien sûr, une réponse, merci pour votre question, une réponse rapide. Là, si j'ai bien compris, vous vous demandez dans quelle mesure ces utilisateurs là, qui travaillent dans telle ou telle entreprise et qui sont amenés à changer de travail vont se retrouver dans une nouvelle situation. Et donc, en quelque sorte, la méthode que j'ai décrite ici là, ne serait pas efficace. Pour tout commentaire, je dirais que ce qui est clair dans cette terminographie, c'est que c'est une terminographie qui s'inscrit dans une organisation. Et dans une organisation, on a plusieurs niveaux organisationnels, on a des employés, on a des cadres, on a une direction.
Et l'idée centrale, c'est que c'est une idée pragmaterminologique, mais c'est aussi une idée d'interprétation du sens, c'est que très vite, les utilisateurs, les parties prenantes, quelles qu'elles soient, vont évoluer, vont travailler, vont appliquer cette terminographie et la faire leur, en quelque sorte. Ils vont s'approprier le sens de tous ces termes-là qui font leur cœur de métier. Donc il n'y a pas de limitation en ce qui concerne le fait qu'ils travaillent peut-être cette année dans l'entreprise et puis l'année prochaine ils seront ailleurs. Dès lors qu'une personne est dans une organisation, il y a un phénomène que j'ai appelé socialisation. Et cette socialisation passe aussi par l'appropriation de cette connaissance terminographique qui va désigner, qui va en quelque sorte faire référence au métier et au cœur de métier de l'entreprise, à son organisation et ses valeurs.